de m'éteindre, qui tendent à justifier, donc c'est des véritables configurations idéologiques qui justifient, qui banalisent la corruption. Et donc la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est que pour le moment, l'intégrité, on le dit de façon un peu caricaturale, mais est un luxe ou une vertu qui est hors de portée dans les circonstances actuelles de la plupart des citoyens africains depuis que nous avons étudié. Les écueils sont très importants et que de toute manière, la lutte telle qu'elle est aujourd'hui pensée dans ces pays, à coup de conditionnalité, à coup de procès aux sorcières ou de moments très forts de chasse à la corruption, ne fait que produire un arrêt momentané d'un système qui est nettement plus enraciné, qui est véritablement systémique, et qu'il s'agit donc de transformations qui ne pourront venir que du profondeur des sociétés locales, bien entendu, dans un contexte de lutte mondialisée à la corruption, bien entendu, car je n'ai parlé que de la petite corruption, mais il est évident que les pays occidentaux ont un rôle très important et fort documenté dans la reproduction d'un certain nombre d'agissements de corruption dans les pays, notamment en Afrique de l'Ouest. Voilà, je te remercie. Merci beaucoup Giorgio. Pour le petit déplacement, on avait dit una bottiglia di grappa, si? Oui, Bene. Alors, on reste en Italie pour la science et on arrive à Marseille pour l'observation avec Cesare Mattina. Projette, mais 2 minutes décomptées des 25, hein. On est d'accord. Je vous rappelle donc qu'à la suite de ces 3 interventions, la dernière, la de Cesare, on fera un premier débat, puis la petite pause syndicale. Tu es prêt? C'est parti. Alors bonjour à tous. Je suis ici pour vous parler de notre belle ville de Marseille et notamment des affaires de corruption. Laurent m'a demandé de faire un peu une historique, on va dire, des affaires de corruption à Marseille. Lourde tâche, difficile tâche, compliquée. Donc je vais me limiter à quelques affaires, juste quelques affaires, à partir plutôt de la fin des années 70, début des années 80, pour donner quelques exemples, hein, et en sachant, je dis d'emblée, que moi, la corruption, je ne sais pas encore ce que c'est. Je trouve que dans les littératures en sciences sociales, il y a eu effectivement pas mal de productions, surtout du côté anglo-saxon, en France aussi, et tout récemment, ici, on a un certain nombre d'auteurs éminents, mais qu'il manque encore il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'enquêtes de tout type à faire. Et aussi, il me semble, j'ai l'impression qu'il y a un manque de renouvellement aussi de personnes qui travaillent sur ces questions. On l'a vu avec Laurent Moukili, en essayant de trouver des personnes pouvant intervenir aujourd'hui, que globalement, si on regarde le panorama, on est à peu près sur les mêmes personnes qui travaillaient déjà il y a 15 ans, 10 ans, 15 ans, sur ces questions de corruption. En plus, je garde un des enseignements des travaux de Pierre Lascoum, qui interviendra tout à l'heure. Difficile pour moi de parler uniquement de corruption, donc je vais plutôt parler d'actes d'atteinte à la probité publique dans un espace public concernant des élus, plutôt des élus politiques à Marseille. À partir donc des années, de la fin des années 70, dont je donne juste une liste qui est loin d'être exhaustive des affaires. Après, on pourra vite fait revenir sur la lumière, hein, mais juste les affaires politiques et financières à Marseille depuis les années 70, ça va au-delà des affaires politiques et financières. Là aussi, on est dans l'incertitude, hein, sur qu'est-ce que c'est qu'une affaire, qu'est-ce que c'est qu'un scandale. Frédéric Monnier l'a très bien souligné dans plusieurs de ses ouvrages. Mais globalement,
des fausses factures à la mairie de Marseille en 82. C'est une des affaires dont je vais vous parler. L'affaire Assormae, SAE et Urbain en 88-90, entre 88 et 90, qui a eu des retentissements un peu plus tard, aussi au début des années 90. Les différents contrôles de la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes sur les collectivités locales, à partir de l'éclatement de l'affaire Bernardini en 1990, il y a eu d'autres rapports de la Chambre régionale des comptes qui n'ont pas forcément soulevé des scandales, mais qui sont tout aussi intéressants. Et là, je vais vous parler un peu de ces logiques-là. Les affaires concernant Alexandre Guérini, Jean-Noël Guérini tout récemment, et l'affaire Andrieux, dont je viens d'avoir tout récemment le jugement, donc l'arrêt définitif, et on pourra faire quelques considérations à partir de ça. Donc, c'est globalement, je vais dire quelque chose à partir de l'affaire des fausses factures à la mairie, des contrôles de la Cour des comptes et de l'affaire Andrieux. Pour finir, l'affaire de la Fédération socialiste des Bouches-du-Rhône, là on n'est pas sur des affaires financières à proprement parler, mais plutôt sur des affaires de remise en question, on va dire, des mœurs politiques, des pratiques politiques, au sein d'un parti politique où, disons, le judiciaire, pour l'instant, il y est mêlé comme parti, mais pas complètement. Donc voilà, il y a des points de suspension parce que, évidemment, il y en a beaucoup plus. Là, c'était juste une liste un peu générale pour faire un encadrement socio-historique et pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin des années 70 et le début des années 80. Donc on peut revenir facilement à la lumière parce qu'il n'y aura pas d'autres questions. Donc il n'est pas question tellement de dire que si Marseille est une ville plus corrompue, plus clientéliste qu'ailleurs, moi je laisserai de côté d'entrée de jeu ce débat qui peut intéresser les acteurs médiatiques et qui vont poser ce genre de questions souvent ou de réponses. Bon, moi il me semble qu'il est plus intéressant de se pencher sur certains scandales politico-financiers comme révélateurs non pas du niveau de corruption d'un contexte géographique, d'une ville, d'une région, d'un pays, mais des processus socio-historiques de remise en question des normes qui régissent les pratiques politico-administratives et financières dans un contexte donné, et donc révélatrice aussi du niveau d'acceptation des normes politico-administratives et des normes sociales ou socialement acceptées. Donc il faut partir, à mon avis, du constat que les pratiques de corruption ou d'atteinte à la propriété publique sont des phénomènes totalement normaux, dans le sens de phénomènes récurrents. Là, on peut dire qu'ils se vérifient, ils adviennent constamment, à toute époque, donc dans tout contexte géographique. Donc il faut sortir de l'idée qu'il s'agit d'anomalies, à mon sens, des systèmes politiques, mais ils font plutôt partie de leur fonctionnement. Et il me semble que dans une posture de sciences sociales, il est nécessaire d'insister sur cet aspect. Et je pense dans le dialogue qu'on essaie d'installer ici, que Laurent essaie d'installer ici entre des chercheurs et des praticiens, il y a urgence de souligner cet aspect-là. Donc si ces pratiques de corruption et d'atteinte à la propriété publique sont normales et récurrentes, il semble nécessaire de s'interroger sur les ruptures de ces normalités qui sont constituées par des scandales, donc qui peuvent éclater à un moment donné, et que, comme l'ont fort bien dit Damien Doblic et Cyril Lemieux, représentent des épreuves qui remettent en question des normes établies en reformulant, en essayant en basculant souvent sous d'autres normes qui vont se créer après l'éclatement de ces scandales. Donc ces scandales fonctionnent véritablement comme des épreuves auxquelles des systèmes de normes sont soumis. Au-delà donc de ces épreuves, il y a aussi des acteurs des scandales. Ces scandales n'éclatent pas tout seuls, ou juste parce qu'il y aurait de la corruption dans le système politique de manière très générale, mais ils éclatent aussi parce que il y a des acteurs. Il y a des acteurs qui, en accord avec ce qu'on dit des auteurs comme Jean-Louis Briquet et Philippe Garot, dans un ouvrage qui est paru il y a plus d'une dizaine d'années, qui s'appelle « Juger la politique », on peut considérer comme des entrepreneurs critiques, ou des entrepreneurs de la dénonciation et du jugement de la politique. Évidemment, il y en a parmi vous, des magistrats du siège, du parquet, des policiers, des gendarmes, des acteurs médiatiques, des journalistes, etc., des élus, des fonctionnaires, des administrations publiques, des acteurs associatifs de la société civile, Anticor
en est un exemple extrêmement intéressant, mais ce n'est évidemment pas le seul, qui contribue d'une manière ou d'une autre à l'éclatement de certains scandales qui fournissent des déclarations dans l'espace public qui vont alimenter les processus de redéfinition de ces normes dont on parlait tout à l'heure, en défendant des points de vue, des intérêts, etc. etc. Mais les acteurs de scandale ne suffisent pas à expliquer pourquoi, à un moment donné, il y a l'éclatement d'un scandale. Il y a, à mon sens, des contextes historiques et des configurations de contraintes et d'opportunités structurelles, de type institutionnel, législatif, de conjoncture politique, qui ne sont jamais les mêmes et qui vont souvent modifier le rôle et l'action des différents acteurs d'un scandale, et ils vont modifier les normes structurelles et donner et fournir une grande influence sur la manière dont ces scandales vont éclater. Donc je voulais pas m'attarder sur tous les scandales, vous avez vu que je vous les ai listés tout à l'heure, et voir juste à partir de ces trois affaires, donc l'affaire des phosphatures en 82, les contrôles de la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes et en partie l'affaire Andrieux, voir comment à chaque fois ces contextes de contraintes et d'opportunités orientent fortement le processus de dénonciation de la politique et donc qui donne lieu à éventuellement d'éclatement de scandales et explique ce processus de remise en question des normes. Le scandale des phosphatures. Bon, pour mémoire, est-ce que tout le monde est à peu près au courant de quoi il s'agit? Je pense que oui, on est dans une histoire quand même assez récente. Il y a aussi des gamins, des jeunes, on dit Laurent. Donc l'affaire des phosphatures à la mairie de Marseille en 1982. Ce sont des malversations autour de phosphaturations passées entre des entreprises qui font des travaux pour la mairie avec la complicité de fonctionnaires au sein de la mairie qui donc sont accusés plus tard de corruption. Mais dans un premier temps, l'affaire n'éclate pas comme ça parce que la remise en question, si vous voulez, de certaines pratiques disons, de pots de vin, de corruption, vient de l'intérieur même du système mairie. Le premier acteur principal, au début de ce scandale, pas au moment de l'éclatement, mais déjà en amont, c'est-à-dire dès la fin des années 70, déjà dès 75, est Gaston Defferre lui-même, et l'entourage des personnes qui sont autour de lui et de nouveaux fonctionnaires, de nouveaux élus politiques, comme Philippe Saint-Marco, Michel Peset au parti, Jean-Victor Cordonnier et d'autres, dont il commence à s'entourer à la fin des années 70, qui commencent à comprendre qu'un certain nombre de fonctionnements au sein de la mairie vont, s'ils vont continuer de la même sorte, vont être dommageables à la tenue politique du même système defferrien. Donc c'est de l'intérieur même du système que vient la remise en question. Avant l'éclatement de scandale judiciaire en 82, vous avez en interne toute une série de mesures qui sont prises par ces nouveaux personnels politiques et par Gaston Defferre lui-même pour essayer de limiter ces pratiques corrompues dont on commence à s'apercevoir lourdement, dont peut-être on le savait sûrement, mais on ne voulait pas savoir que ça existait et qu'on a mis de côté. Mais il y a des logiques structurelles au fondement de l'éclatement de scandale. Sinon, on n'expliquerait pas pourquoi un système qui, quand même, depuis les années 60, autour de Defferre, se structure d'une certaine manière autour d'un échange clientélaire très fort entre une élite politique en place et des groupes sociaux au sein de la ville, et aussi par ces pratiques de corruption. Et après, à un moment donné, il y a un changement fort de la part des mêmes acteurs qui se saisissent justement d'un système d'opportunité, d'une conjoncture d'opportunité qui est donnée, premièrement, je pense, par un tournant managérial de l'action publique qui se manifeste exactement à ce moment-là, entre la fin des années 70 et le début des années 80, qui contraint les acteurs politiques à une meilleure gestion financière et un tournant managérial qui concerne déjà depuis quelques années la question de la gestion des politiques urbaines. Defferre fait ce constat déjà de la nécessité de changer le fonctionnement à la fois de la mairie et des politiques urbaines déjà depuis le milieu des années 60, fin des années 60 et au début des années 70. Deuxième élément structurel,
une expansion démographique de Marseille qui touche son sommet en 75-76, pour commencer la décrue tout de suite après, un vrai changement d'époque, avec des ressources de redistribution classiques, hein, qui ont alimenté le lien dont on disait ces alliances avec les groupes politiques au sein de la ville, comme les logements sociaux notamment et les emplois publics, qui commencent à se rétrécir très fortement justement à partir de cette époque-là. Donc vous voyez que sans ces éléments de contraintes extérieures, difficilement les choses auraient pu changer. À ce moment-là, le rôle des acteurs est aussi important. On s'insère dans ce système de contraintes et d'opportunités et de faire le fait pour arrêter des illégalités, la mauvaise gestion, pour assainir les finances, hein, processus qui lui avoir échappé, qu'il avait déjà mis en place dans une bonne gestion, déjà dans les années 50, avec la mémoire qu'il avait de ce qui s'était passé dans les années 30, avec une expansion sous l'influence de Sabiani et du maire socialiste Tasso des années 30, sous l'influence sur des embauches massives de personnes au sein de la mairie sur des pratiques corrompues qui déjà existaient. Donc Gaston Rodeffer revient aussi à cette période-là. Hein. Il faut préciser, la période de la grande distribution clientélaire n'est pas du tout entre 53, quand il arrive à la mairie, et 65. Hein. Là, il diminue même, il fait même diminuer le nombre d'employés municipaux, et il est obligé en quelque sorte, pour donner des gages aussi au niveau national, en ayant un rôle national important, de mieux gérer les choses. La période vraiment de grosse distribution clientélaire et d'explosion du clientélisme à Marseille a un départ dans les années 65, et pas avant, hein, et exponentielle au début des années 70. Donc on revient un peu à ces soucis de gestion. L'idée aussi de faire, c'est de rompre avec des alliés de l'après-guerre, hein, et les vieux compagnons de la résistance, hein, ceux qui avaient fondé avec lui le système, en gros, vous tous connaissez, les Charles-Émile Lot, Antoine Andrieux, les Mas, les Rapuzzi, bon, les enfants, ils sont encore là, bon, on peut se dire. Mais là, il y a une volonté de rupture forte qui se manifeste par le fait qu'en 83, finalement, quasiment tous ces gens que je viens de citer restent en dehors de la mairie et ne peuvent pas se présenter aux élections municipales. Donc il y a de faire, et les gens qui sont autour de lui qui se saisissent aussi de ce système d'opportunités pour changer d'alliance politique. Le deuxième phénomène sur lequel je voulais me pencher, là c'est plus qu'un scandale unique, c'est un processus long qui est celui de la mise en place des enquêtes de la magistrature comptable et financière, à la fois de la Cour des comptes et de la Chambre régionale des comptes, à partir de la deuxième moitié des années 80. Hein. Là, ce n'est pas un seul scandale, c'est plusieurs enquêtes et rapports de ces deux institutions. Et là aussi, les changements structurels institutionnels sont extrêmement importants. Là, encore une fois, le référentiel est un référentiel gestionnaire, on l'a déjà vu pour le cas de Fer et de l'affaire des fausses factures. Dans le contexte du tournant néolibéral de l'économie et de la gestion, d'une meilleure gestion des organismes publics, c'est là que s'insèrent ces organismes, à la fois la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes. Les chambres régionales des comptes sont introduites pour les lois de décentralisation de 82 afin d'exercer le contrôle comptable et financier et gestionnaire des collectivités locales. Et il y a des travaux, notamment une thèse qui n'a jamais été véritablement publiée d'Olivier Benoît, un des rares travaux sur la Chambre régionale des comptes, qui met vraiment en évidence que c'est pas tout de suite, mais c'est avec le temps, hein, que ces institutions comptables et de contrôle financier vont acquérir un rôle majeur d'acteurs qui sont contre la mauvaise gestion et donc de manière indirecte contre la corruption et les phénomènes clientélaires dans les différents organismes et les collectivités locales, parce qu'ils vont s'attaquer à des problèmes notamment d'emploi fictif ou de mauvaise gestion dans le financement des associations, etc. Les plusieurs volets dont ils vont s'occuper. Ce processus ne se fait pas dans le moment, et c'est aussi une lutte politique, hein, qui s'installe entre ces institutions financières, et notamment le Parlement et le Sénat, dans un va-et-vient
est dans une bataille qui fait que, d'une manière ou d'une autre, ces institutions financières de contrôle budgétaire vont avoir de plus en plus de contrôle et de capacité par ces fameux rapports qui vont sortir de plus en plus à être médiatisés dans l'espace public. Parce que ces rapports financiers et de gestion comptable, dans un premier temps, ils se limitaient juste à quelques aspects, puis de plus en plus, ils vont prendre la place et ils vont être repris systématiquement par le système judiciaire. Il ne se passe pas grand-chose entre 82 et la fin des années 80, mais vous avez, par exemple, en région PACA, l'affaire Bernardini, qui éclate à partir notamment de la possibilité qu'a la Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes de faire éclater dans l'espace public, au travers de la médiatisation, ces rapports qui aujourd'hui, de plus en plus, sont totalement disponibles et publics sur le site de la Chambre régionale des comptes, que chacun de nous peut aller voir, que les journalistes peuvent reprendre, etc. Donc, sans ce système d'institutionnalisation et de prise de puissance de ces organismes-là, il n'y aurait probablement pas eu d'éclatement de scandales de ce type-là, notamment avec l'affaire Bernardini, et plus tard avec tout un certain nombre d'affaires dont je ne peux pas vous parler qui éclatent à ce moment-là. Combien de temps j'ai ? 5 minutes. 5 minutes donc pour... 6. Ah, bon, ou non, plus. Donc je prends... Le dernier affaire sous lequel je voulais vous montrer l'importance de ces éléments structurels, c'est l'affaire Andrieux, tout frais, qui arrive là sous la table du chercheur, grâce aussi à l'aide de quelques journalistes qui nous a voulu passer le jugement qui est par contre totalement public, donc je peux en parler sans crainte aucune, et qui est sorti au mois de juillet. Là, évidemment, il y a aussi des acteurs qui font éclater le scandale. Il y a toujours cet élément-là, il ne faut pas l'oublier. Même si là, les investigations devraient aller plus loin, j'aimerais bien pouvoir le faire. On va voir s'il y a une manière de pousser plus loin la réflexion. Il y a TRACFIN, le service de traitement et de renseignement et action contre les circuits financiers clandestins. C'est la cellule française de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui signale au parquet de Marseille l'existence entre 2005 et 2007 de flux financiers suspects sur des comptes de plusieurs associations dans les quartiers nord de Marseille, dans le 14e arrondissement, et vers des sociétés de bâtiments et travaux publics et d'autres petits artisans implantés dans les quartiers nord. Il y a évidemment des juges d'instruction qui font leur travail, qui sont obligés, mais bon, on sait bien l'obligatoriété de l'action pénale peut être suivie, mais parfois elle peut être moins suivie, aussi intérêt selon les influences politiques à tel ou tel moment de l'enquête, selon l'influence du parquet. Je le dis bien à chaque fois que en France, à différence qu'en Italie, il y a quand même un contrôle fort, il ne faut jamais l'oublier, de la tutelle ministérielle sur les parquets. Donc voilà. Donc là aussi, il faudrait faire des investigations, aller plus loin pour voir quel a été le rôle des juges d'instruction. Il y a des associations qui commencent quand même à dénoncer localement, ça se fait dans l'espace public, par la parole, ça se fait par des petites lettres anonymes. Il y a des élus d'opposition à Mme Andrieux dans les quartiers nord, Mme Preziosi de l'UMP qui fait une dénonciation ouverte dans la presse du fait qu'elle trouve que dans la campagne électorale de Mme Andrieux pour les législatives de 2007, il y a des voitures... des grosses voitures utilisées par des membres d'associations et qui font la campagne électorale d'Andrieux en allant afficher dans les différents lieux des quartiers nord. Donc voilà, il y a effectivement des acteurs de ce scandale, de l'éclatement de ce scandale, mais il y a aussi une véritable situation structurelle qui est là et qui met structurellement en danger le type de pratiques qui sont liées au grand phénomène de subventionnement des associations loi 1901 par les collectivités locales. Donc, c'est quoi cette situation structurelle ? C'est une augmentation exponentielle des disponibilités d'élargissement de subventions de la part des collectivités locales au secteur associatif depuis les années 90 et plus encore dans les années 2000.
Moi, j'ai un peu essayé de regarder les budgets des différentes collectivités locales. C'est pas simple, hein, il faudrait que je le fasse plus systématiquement, dédié aux associations loi 1901. Et on voit, par exemple, entre début des années 2000, hein, entre la fin des années 90 et les années 2006-2007, une augmentation du double, hein, dans les trois collectivités principales, du montant des subventions versées aux associations de la part des collectivités locales. On a là les effets évidents, hein, du désengagement de l'État dans le financement direct des associations. Hein. Et on a une augmentation exponentielle donc, des disponibilités de redistribution. Sylvie Andrieux, c'est extrêmement intéressant parce qu'elle est là au Conseil régional depuis 1992. Elle est vice-présidente déléguée à la politique de la ville depuis 1998, à la fois dans la première mandature de Vozelle, là où il est majoritaire, mais il a besoin de la droite pour gouverner. Puis quand il s'installe en majorité de gauche depuis 2004, donc pendant de 1998 à son éviction en 2008-2009, elle est la personne qui gère une partie du gros budget de la région concernant la politique de la ville. La politique de la ville qu'elle gère pratiquement toute seule, hein, en décidant de l'allocation de 75% hein, du montant dédié aux associations, et ce 75% va entièrement dans le 13-14e arrondissement. Hein. Elle est en même temps présidente du groupe socialiste, hein, et par multiples accords que je connais pas forcément, il y a un accord tacite, comme quoi c'est elle qui envoie tout cet argent, cette masse d'argent uniquement vers quasiment uniquement vers une seule circonscription. D'autre part, le chercheur essaie de recouper aussi avec d'autres activités de recherche qu'il a fait par le passé. Moi, donc, j'ai interviewé Sylvie Andrieux déjà en 1999 pour ma thèse, en m'expliquant son fonctionnement de sa machine électorale et de son organisation interne. On perçoit bien, quand on va la voir, qu'il y a une grande organisation avec beaucoup de personnes qui travaillent quasiment à temps plein pour elle, qu'elle a des liens très forts avec la mairie d'arrondissement, qu'elle siège donc à la région, et qu'en même temps, il y a un grand nombre de militants. Hein. Mes observations directes pendant la campagne électorale de 2007 sur place, dans la permanence d'Andrieux, et voire même dans des tournées électorales dans le quartier, dans sa voiture, je m'aperçois de quelle est la force de frappe mise en place. Donc on peut faire des liens et recouper avec ce qu'on comprend après par les cartes judiciaires. On se rend compte à quel point il y a là le fait de montrer qu'on peut redistribuer. Hein. La machine électorale, elle est construite pour donner à voir qu'il y a de la possibilité de redistribution de ressources. À ce moment-là, dans les cartes judiciaires, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs intermédiaires, plusieurs, je dirais, entrepreneurs du monde associatif qui vont même jusqu'à savoir qu'il y a cette disponibilité d'argent et vont, même si ils habitent ailleurs, ils vont domicilier leurs associations dans le 13-14 pour pouvoir, de quelque manière, monter le financement associatif, demander à Sylvie, parce que de toute façon, Sylvie, à un moment donné, pourra faire en sorte que l'argent arrive et que quelques activités soient financées. Ce que vous voyez, ce que vous avez connu dans l'enquête, ce que vous avez connu par la presse, c'est-à-dire des véritables malversations avec des gens qui se mettent de l'argent dans la poche avec des fausses factures, etc., n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Hein. En bas, il y a simplement une stratégie très forte de clientélisation dans l'électorat au sens large, hein, avec redistribution de subventions qui parfois sont totalement justifiées par rapport à une politique, parfois non,
Mais ce qui est impressionnant, c'est sa capacité à montrer, qu'on peut redistribuer tout un certain nombre de ressources. Donc, je conclus très vite. Donc, le développement, vous voyez, de malversation et de la corruption sont souvent que la conséquence de situations structurelles en soi génératrices d'un certain nombre de phénomènes. Le problème, c'est qu'il y a un système, je disais, et ça ne concerne pas qu'Andrieux, ça concerne évidemment aussi d'autres endroits dans la ville et dans d'autres quartiers. Il y a un système généralisé de clientélisation des électorats, selon lequel il y a un échange entre une subvention et éventuellement la neutralité que certaines dirigeantes associatives peuvent montrer envers elles, ou alors l'appui politique, ou alors même un militantisme suivi. Lorsque je suis sur le terrain en 2007, je m'aperçois effectivement qu'il y a pas mal de personnes, de personnel associatif qui font la campagne électorale de Sylvie Andrieux ou d'autres élus à Marseille. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté. Merci Cesare. On va se donner une dizaine de minutes pour discuter, un petit quart d'heure maximum parce qu'on a pris un petit peu de retard. Je vais demander donc aux gens d'être elles-mêmes rigoureux, c'est-à-dire de poser véritablement des questions, de ne pas se lancer dans des tirades ou des témoignages, etc. Mais véritablement d'interpeller les contributeurs de ce matin sur le contenu de ce qu'ils ont raconté. Oui, on vous écoute et on s'excuse pour le micro volant qui ne fonctionne pas très bien. On va demander de parler fort. On vous écoute, monsieur. Allez-y, monsieur. Une question à M. Matina. Les sommes dont disposait Sylvie Andrieux, est-ce que c'était la réserve parlementaire? Quelle était l'origine de ces sommes? C'était le financement régional politique de la ville, en particulier, dont elle disposait, on a dit de manière assez discrétionnaire, la possibilité d'allouer cet argent par un accord politique qui remontait déjà du temps de Gaudin et qui s'est pérennisé par la suite. Donc vraiment, ce n'est que ça, entre guillemets. Ouais. Bien sûr, les choses peuvent être prises d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que les anthropologues de l'Afrique l'ont bien montré. C'est une interaction. D'une part, des hommes politiques, des élus montrent qu'ils ont des choses à redistribuer. Et d'autre part, surtout en période de campagne électorale, on parlait de la politique du ventre, concernant certains auteurs qui ont parlé de l'Afrique. En ce moment-là, il redouble les demandes pour que des associations soient de plus en plus financées. Mais voilà, d'où on commence, je ne sais pas. Il y a effectivement une interaction forte, mais c'est clair qu'on l'a su dans les quartiers populaires,
qu'il y avait une augmentation exponentielle dans les budgets des collectivités locales et aussi de l'État, parce que là, quand on parle de politique de la ville, c'est de la contractualisation entre l'État et les collectivités locales, de disponibilité de fonds à redistribuer. Il ne faut pas oublier aussi que de la part les hommes politiques et les élus, habitués historiquement à se fonder sur des ressources bien abondantes dans les années 60-70, comme des emplois publics et des logements sociaux à redistribuer, là, ils sont en situation de pénurie. Donc, disons, le financement aux associations devient une ressource nouvelle, mais attention, c'est pour ça, moi je dis, quand même, on peut à un moment donné parler du déclin d'un certain clientélisme. Pourquoi ? Parce que ces ressources-là, comme par exemple un emploi aidé qui va durer 3-4 ans dans une association ou des petits financements, ne sont pas des ressources qui peuvent fidéliser sur un long terme des clientèles politiques. Par définition, si vous donnez un emploi à vie à quelqu'un dans une collectivité locale, bon, ça a bien plus d'importance, ça crée des fidélités sur le long terme avec un élu. Pareil pour un logement social de qualité, dans un bon groupe et dans un bon quartier, alors que vous voyez bien que ces ressources-là, on est quand même dans l'incertitude et sont remises en question tout récemment par ces processus de judiciarisation aussi. Hein. On va dire que il y a des systèmes de contraintes, hein, je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Giorgio, des systèmes de contraintes et de perception, du lien clientélaire comme contrainte, qui sont partagés par les élus, mais aussi par un certain nombre d'électeurs. Le thème de la masse de recommandations, de courriers à traiter. Alors, Jules Ferry, dès les années 1890, un déluge montant d'heure en heure. Hein, que ferais-je ? La mendicité, hein, la mendicité de mes électeurs. Mais alors, de l'autre côté, on a toute une série, du côté des électeurs, on a toute une série de courriers. Alors, on retrouve ça d'ailleurs en Italie, dans l'Italie libérale, dès la fin du XIXe siècle, disant « si je ne me fais pas recommander, moi je n'aurai rien, parce que tous les autres sont recommandés ». Donc on le vit, des questions structurelles, bon ça a été bien dit par Cesare, je ne reviens pas, mais la perception, elle n'est pas fausse. Alors ensuite, il y a des arguments stratégiques pour faire passer ceci ou cela, mais là on est vraiment dans du long terme, hein, dans une économie élective, parlementaire, de l'usage des ressources et des biens publics divisibles. Hein. Mais c'est une contrainte pour un certain nombre de gens. Enfin, c'est perçu comme tel. Monsieur ici, puis là-haut après, et madame après. Oui. Travailler sur la corruption en particulier à Grenoble. Ce qui m'étonne par rapport aux exposés, c'est que Frédéric Monnier a bien donné quelques éléments de compréhension de la complicité des magistrats comme étouffement, comme forme d'étouffement des affaires de non-révélation. Giorgio Blundo a avancé que la corruption, d'une certaine manière, elle n'émerge pas parce qu'elle est intégrée comme un mode de relation dans une défaillance de l'État, des structures, etc. Là, pour l'exposer sur Marseille, on n'a strictement rien sur pourquoi personne n'a révélé. Et il ne faut pas dire que c'est les chambres régionales des comptes qui ont révélé. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment s'organise structurellement, comme vous l'avez indiqué, hein, c'est structurel, la complicité par le silence des autorités de contrôle, y compris la Chambre régionale des comptes, qui n'est pas intervenue sur l'affaire Urbain, sur le tunnel Prado-Carénage, qui n'a rien dit, et en particulier du préfet, des assemblées délibérantes, toutes composantes confondues, toutes structures confondues, pas simplement le conseil général, le conseil régional, les mairies de quartier, le reste. Donc, ce qui nous intéresse pour comprendre les atteintes à la probité, c'est comprendre comment se fait la complicité dans les arrangements et les systèmes d'organisation. Car
ce silence est quand même lourd, et pas simplement à Marseille. Marseille n'est qu'un épiphénomène par rapport à ce qu'on a pu vivre. Si vous voulez bien, on va prendre quelques questions parce que sinon on va pas s'en sortir. Je demande vraiment à chacun de faire très court, sinon ce ne sera pas possible. Monsieur tout en haut. Trop journalistique. On aurait voulu avoir un éclairage un peu plus sociologique du phénomène à Marseille et pas rester sur des faits que tout le monde connaît et que tout le monde revêt. D'autant plus que ces faits, comme vous avez énoncé là sur la spécialiste, je pense qu'ils en omettent certains. Je ne veux pas dire que ceux que vous avez cités n'existent pas, mais il y en a d'autres dont on connaît très bien l'existence aussi, que vous avez omis, pas pour quelle raison, mais du coup ça passe un peu le propos. Et en fait, pour répondre à madame, moi j'ai travaillé dans le cadre de la politique de la ville dans les années 90. Je crois que les explications qui étaient énoncées sur le relatif bon climat de la ville de Marseille, elles étaient plus dues à l'OM et au soleil qu'à la politique de la ville elle-même, pour ceux qui étaient comme ça. D'accord. Alors, il y avait ensuite, ici, madame, je vais demander aux gens de ne pas nous amener à faire des débats trop marseillais, s'il vous plaît. D'accord. D'autres questions aussi aux autres intervenants, hein. On va éviter, je répète, la politisation marseillaise. Allez-y, madame. Merci. On va arrêter là les questions pour maintenant, sinon on ne peut pas. Il y a tout de suite à la journée, hein, donc gérez votre frustration. Il y a tout le reste de la journée. Une réponse rapide de Giorgio, peut-être un tout petit mot sur les contrôles et puis on va s'arrêter là. Oui, en fait, en parlant de la sage-femme et le douanier, je faisais référence à un article que le collègue avec qui j'ai dirigé cette étude, qui est donc Jean-Pierre Olivier Sardon, avait intitulé, d'une manière un peu provocatrice, la sage-femme et le douanier sur la culture professionnelle, disons, locale et en Afrique. Et justement, là, j'ai repris cet exemple-là parce qu'effectivement, dans la représentation populaire, le rôle de la figure de la sage-femme est particulièrement stigmatisé, décrié, c'est parce qu'en fait, on a assisté, on a eu soit effectivement à des sages-femmes pendant leur travail, mais aussi un certain nombre de témoignages dans lesquels, effectivement, il y a un traitement très différencié selon que, disons, les parturiantes soient connues, soient payées, en tout cas. Il y a des cas de vente de produits, de médicaments, il y a des cas même de refus de pratiquer certains actes qui donc peuvent avoir des conséquences très graves sur la vie, soit du bébé qui va naître, soit même de la maman. Et donc je l'ai mis un peu comme un exemple fort,
Parce que c'est la sage-femme est celle qui donne la vie, et c'est à ce moment-là que c'est ce phénomène, disons, de prévarication, de chantage, de petite corruption était plus fort à voir. Mais voilà, c'est juste pour cette raison-là. En tout cas, dans tous les hôpitaux, on a fait des observations dans 5 grands hôpitaux dans les 5 capitales ouest-africaines, et c'était quelque chose de commun, de généralisé, effectivement. Donc, oui, je voulais dissiper peut-être rapidement un possible quiproquo sur ce qu'en histoire les recherches récentes baptisent corruption. On n'a pas d'approche morphologique de la corruption. On ne va pas définir la corruption par un ensemble de caractères stables. On ne peut pas dire c'est un contrat vénal, dissimulé, etc. Parce que historiquement, le terme même corruption n'a évidemment pas le même sens entre le XVIIIe siècle et le début du XXe siècle. On a toujours un amalgame. Effectivement, il y a la concussion, il y a aussi la dégénérescence. Et dans les esprits, je dirais, bon, évidemment, tous les Français n'ont pas lu le livre 8 de l'Esprit des lois de Montesquieu, mais quand il y a des scandales de corruption, la corruption de la République, c'est pas à entendre au terme de concussion. On en est bien d'accord. Il y a une ambivalence qui fait que les critiques sont des critiques plurielles, et que quand les républicains parlent de corruption, ce qu'ils ont en tête, c'est pas la concussion, c'est Robespierre l'incorruptible. Mettons-nous d'accord. Donc les héritages idéologiques ici sont quand même très forts. Ça fait que pour la plupart des historiens, la corruption, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est un curseur social. C'est une forme de perception critique de pratiques de faveur, de pratiques qui peuvent être vénales, mais qui peuvent ne pas être vénales. Dans la plupart dans un certain nombre de scandales de corruption de la Troisième République, il n'y a pas de vénalité. L'affaire Rochette, dont je parlais tout à l'heure, et à laquelle on a consacré une partie du numéro des cahiers Jaurès, sur les critiques de la corruption vers 1900, puisque Jean Jaurès a enquêté à la tête de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Rochette. L'affaire Rochette, je parlais du procureur de la République près la Cour de cassation tout à l'heure, il n'y a pas une once de vénalité. Il n'y a pas un centime qui a été échangé. Il y a un certain nombre d'affaires de corruption électorale en France, j'en parlais tout à l'heure, c'est des pratiques qui se font au vu et au su de tous. Il n'y a rien de caché. Donc, entendons-nous, la corruption ici, c'est vraiment une appréhension critique des normes culturelles qui évoluent. Quand on parle de corruption, on parle de nos conceptions du bien public. Et c'est ça qui intéresse les historiens. Donc je souhaiterais... j'ai parlé des catégories normatives légales, mais il s'agit bien de voir comment ça se construit dans les esprits. La réalité, c'est des réalités, on va dire, de la micropolitique. Comment distribuer des biens publics divisibles à un moment où, à tel endroit, dans tel secteur, ils sont plus rares, et puis il y a des opportunités d'arroser des associations. Là, c'est autre chose. C'est la micropolitique des acteurs en réseau, avec évidemment des questions d'intérêt. Ils en ont. Mais on ne va pas dire a priori c'est la corruption. Pour dire qu'il y a corruption, il faut énonciation. Ça a été très bien dit par Giorgio, j'y reviens pas. Et dénonciation, ça a été très bien dit par Cesare, j'y reviens pas non plus. Bien, quant à notre journée, elle se construit dans la durée. On va faire une pause pour pouvoir l'enchaîner. Il est 11h17. Quoi qu'il arrive, à 11h30, on recommence.